pour des épisodes techniques. Je suis là, François. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, merci de m'avoir. Mon nom est François Proulx. Je suis Senior Product Security Engineer à Boost Security. Boost Security, c'est une startup à Montréal qui développe un produit de sécurité applicative. En particulier, on appelle ça un Application Security Posture Management Product. Gartner aime beaucoup ça, les acronymes comme ça, ASPM. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on essaie d'aider les équipes de développement logiciel qui développent du code, donc dans toutes sortes d'entreprises qu'on connaît au Québec qui écrivent du code. Puis, on a un outil qui permet de faire beaucoup d'analyse statique de ce code-là, d'agréger les résultats des outils open source particulièrement, mais aussi commerciaux, orchestrer le provisioning de ces outils-là, agréger tous les résultats, aider à la priorisation des problèmes, donc en termes de faux positifs, faux négatifs, tout ça. Donc, c'est une plateforme vraiment intégrée qui est facile à déployer. On a un aspect comme de recherche plus dans notre entreprise et moi, je gère une petite équipe de 3 personnes qui fait de la recherche plus fondamentale en termes de supply chain security research. Oui, et tant qu'à parler de supply chain, Exed a ramené dans l'œil du public un grand étonnement à quel point ça pouvait être étonnamment facile, mais étonnamment long en même temps, de faire ce genre d'attaque-là. Tu es venu présenter au Nortec justement l'état de l'art dans lequel vous faites votre recherche fondamentale. Est-ce que tu peux justement en parler? Parce que moi, de ce que j'ai vu des articles jusqu'à présent, j'ai été franchement très déçu du point de vue superficiel que c'est. J'ai pas vu ta conférence, mais tu me l'as quand même fait en quick, puis j'ai trouvé ça vraiment très sharp. Peux-tu comme brosser un tableau de ça, puis on va glisser avec ça après? Ouais, ce qui est intéressant avec Exi, c'est que contrairement, on va rentrer dans le vif du sujet de notre recherche. Mais Exi, c'était vraiment arrivé un peu à brûle pour point parce que tout début d'avril, fin mars, ça a été dévoilé, la backdoor dans Exi, qui était au final essentiellement un gros social engineering game qui a duré 2 ans. Hein, right? C'était vraiment un aspect plus de quelqu'un qui se présente comme un volontaire de la communauté open source qui veut bien aider à améliorer un projet existant qui est bien aimé, qui est bien utilisé, qui est important, qui au final, on l'a compris, et qui est une dépendance indirecte de OpenSSH. Donc, un petit peu indirect, dans le sens que les gens qui pourraient regarder OpenSSH ne verraient même pas que c'est une dépendance directement, mais dans certains cas, certaines distributions, en particulier Debian ou Ubuntu, utilisent systemd qui lui-même, dans certaines configurations, vont dépendre de Exi parce qu'ils ont besoin de faire la compression de messages qui sont envoyés au kernel, peu importe. Mais tout ça pour dire que quelqu'un a vu qu'il y avait un projet qui était indirectement une dépendance de quelque chose qui est hautement critique. Donc, déjà, ça donne un petit peu de, comment on peut dire, de couvrir les traces un peu, plausible deniability pour que ce ne soit pas une attaque directe sur OpenSSH. Hein? C'est une attaque vraiment indirecte à plusieurs niveaux d'indirection où, en plus, on aurait quelque chose qui est plus comme une social engineering, quelqu'un qui se présente, qui veut aider, qui fait des choses vraiment utiles pendant des mois, voire des années, puis au final, dernière minute, pouf, il rentre une grosse backdoor, mais encore là, qui est super subtil, qui est vraiment pas une backdoor directement dans le code, mais dans les outils de compilation, le pipeline qui va compiler, packager l'artefact qui, au final, est consommé dans ce cas-là par Debian. Et en particulier, en gros, Debian, dans leur build pipeline, allait downloader un tarball des mainteneurs du projet Exi original. Et dans ce cas-là, c'était littéralement un GitHub release artifact qui est un tarball, mais qui avait été modifié, qui avait été overridé pour ne pas être un tarball simplement du code source original, mais modifié. Et comment ils ont fait ça? C'est en ayant des test cases, unit tests malicieux. Donc, c'est vraiment super intéressant parce que qui va aller auditer le code source? Souvent, dans les outils d'analyse statique, on va carrément ignorer les test folders, right? C'est commun parce qu'il y a tellement de faux positifs.
Mais dans ce cas-là, on se retrouve avec quelque chose qui est vraiment hautement malicieux, qui est camouflé. Non seulement, on parle d'une librairie de compression. Donc, on parle d'une librairie de compression qui va venir avec des tests qui vont être essentiellement des zip files qui vont être dans le Git repo juste pour vérifier que ça fonctionne. Et là, le backdoor est dans un fichier compressé qui va être utilisé dans un test pour valider que ça décompresse. Mais encore mieux, c'est dans un test où ça va valider qu'il y a une erreur lors de la décompression parce que c'est un fichier qui est apparemment corrompu. Mais le fichier est corrompu en skippant 1 byte sur 2 pour ajouter du data random. Donc, si on regarde le fichier, on a l'impression que c'est un fichier de test complètement random, donc corrompu. Mais si on arrive et on regarde le système de compilation, il va aller skipper 1 byte sur 2 dans ce fichier-là, dans un cas précis, dépendamment de si c'est buildé sur un système Debian pour être en partie d'une dépendance de quelque chose qui va aller dans la distribution finale. Et là, il va skipper un byte sur 2. Et quand le test va rouler, au final, il va décompresser et non pas skipper comme un fichier corrompu, avoir la backdoor qui va être agglutinée à l'artefact final. Et voilà. Donc, très intéressant. Donc, oui, il y a un aspect de social engineering combiné avec un aspect de haute voltige de s'insérer au milieu du build pipeline qui était fascinant. Parce que 2 semaines auparavant, j'avais écrit un article qui s'appelait Opening the Pandora's Box of Insider Threats in Open Source Projects, littéralement. Et qu'est-ce que c'était, ça? C'est ça, t'étais capable de voir d'avance quelque chose qui allait arriver, mais en même temps, tu sais, quand on regarde en arrière, c'est facile de dire oui, ben là, c'était évident, puis machin et tout. Mais la réalité, là, cette attaque-là est exceptionnelle parce qu'il est très compliqué, il est très long, il est très dispendieux. Ce que vous travaillez sur des choses un peu plus vie de tous les jours, un peu plus concret. Qui arrive dans le réel où c'est pas un attaquant étatique qui nous en veut, mais ça veut quelqu'un d'autre avec justement des éléments ou des choses plus de base qui sont malheureusement pas toujours bien couvertes. On parle plus de non pas de cas de malware, mais plus de vulnérabilité introduite par mégarde, c'est pas incompétence, mais juste comme par tout le monde fait des erreurs, n'importe quelle application est complexe. Encore plus quand on regarde les build pipelines. Souvent, les build pipelines sont un peu laissés de côté comme un mal pour un bien pour builder quelque chose qui, au final, est le vrai artefact qui va aller en production. Mais si, au final, justement, l'artefact s'en va en production puis qu'on ne considère pas la sécurité de ce build pipeline-là, ben donc, c'est un vecteur d'attaque indirect qui est justement ignoré. Et je pense que j'en ai parlé l'an dernier quand j'ai donné un talk à NordSec sur le supply chain. C'est comme, si on regarde l'historique de la sécurité applicative, on regarde OWASP Top 10. Qui ne travaille pas pour une entreprise qui fait du code, qui s'est fait forcer d'avoir un training pre-package de OWASP Top 10. Donc, on peut s'attendre à ce que la grande majorité, je l'espère, des développeurs ont au moins un minimum de connaissances sur des vulnérabilités communes, type SQL injection, cross-site scripting, etc. Mais quand on parle des build pipelines, c'est vraiment off the radar. Comme qui parle communément, encore moins dans les trainings aux développeurs de ce type de problème-là dans des build pipelines. Mais c'est ça. Donc, je pense que les attaquants trouvent le weakest link. C'est vraiment ça. Hein? Ils trouvent comme, OK, tout le monde utilise des parameterized queries. Tout le monde utilise React, tout ça. Donc, il n'y a pas de XSS par défaut. Tout le monde fait des choses comme plus ou moins bien. Bon, OK, on s'entend. Mais donc, ça laisse comme un trou béant avec une attaque surface très peu connue, même par les gens hautement qualifiés. Je parle à des gens qui font du pentest depuis des années, puis ils ont les yeux grands ouverts comme ça quand je leur parle de ces problèmes-là. Oui, c'est très intéressant. Puis en plus, dans tes blog posts, tu mets des diagrammes d'attaque surface qui sont très intéressants, qui permettent justement de voir visuellement tous les chemins, justement de retracer ce genre de choses-là, de comment on peut arriver. Puis c'est étonnamment
malheureusement facile à certains égards de faire ce genre de choses-là. Vous avez même d'ailleurs répertorié plusieurs outils de base communément utilisés qui comportent un certain nombre de problèmes. Tout à fait. Ça, on a appelé, si vous êtes familier avec le concept de living off the land, qui est un peu dans le concept de post-exploitation ou exploitation Windows, typiquement. Des outils, des binaires qui sont là, des exe qui sont installés dans Windows, qui sont trustés, signés par Microsoft, mais que ça donne à avoir des flags ou des features que si tu mets un fichier à côté qui vont, au final, permettre à l'attaquant d'avoir un remote code execution. Mais qui vient, en fait, le remote code execution vient d'un binaire signé par Microsoft. Donc, ça commence à être une technique qui est bien connue des Defenders, puis de regarder en termes de forensics, tout ça, de voir, OK, évidemment. Mais dans le cas des build pipelines, le même concept, on a appelé ça living off the pipeline. Et on parle vraiment de compilers, linters, test tools et autres qui sont vraiment communs de trouver dans ces build pipelines-là. Souvent, on a des trucs pour formater des fichiers de template. C'est vraiment très commun. Pour ne pas le nommer, Gumplate, dans le contexte de Golang, qui est un template engine qui vient avec un command line tool qu'on peut essentiellement faire le rendering d'un fichier avec des tokens de remplacement. Right? Et ce CLI-là, cet outil-là, si on met un fichier dans le current working directory où on roule le tool, donc littéralement, on s'imagine dans le terminal, on CD dans un folder quelconque, puis si ça s'adonne que dans le folder où on décide de rouler Gumplate, il y a un fichier .gumplate.yaml. Si on regarde dans la documentation de Gumplate, on se rend compte qu'il y a une feature très, très au bas qui s'appelle PostExec, qui dit si Gumplate ne fait pas ce que vous voulez, vous pouvez comme bring your own commands, en gros, command injection by design, puis faites quelque chose d'intéressant. Donc, l'attaquant arrive, fait dans le cas d'un projet open source, fork le projet sur GitHub, repo public, soumet un PR qui contient un fichier .gumplate.yaml dans lequel il peut avoir injection de commandes. Et là, ensuite, si ce Gumplate-là est roulé dans le contexte du build pipeline et que le build pipeline expose des secrets pour publier sur NPM, PyPy, Docker Hub, on peut imaginer que c'est un vecteur d'attaque pour, en gros, compromettre l'artefact final. D'aller plus loin. Puis c'est ça qui est étonnant, à quel point tout ça est négligé. Tout ça, puis tu sais, à certains égards, on dit non, puis on nous a beaucoup éduqués de roule pas des affaires qui viennent d'extérieur, tout ça. Puis on arrive dans du code, puis c'est exactement ce qu'on fait. On fait juste faire une confiance quasi aveugle à ce qui vient notamment de GitHub, mais pas juste de là, de tous les repos. Là, tu entends parler de d'autres repos qui justement sont faits. Puis d'ailleurs, il y a constamment d'attaques ces temps-ci là, sur ces repos-là. Puis on a de plus en plus de misère à contrôler la qualité du code qui vit sur leur repo parce que sont de plus en plus utilisés comme vecteurs parce que nos outils de compilation de pipeline sont excessivement privilégiés parce qu'on a toujours voulu ça comme ça. Mais là, on fait juste ramener du code qui est non trusté dans notre chez nous, puis on le fait rouler. Moi, je trouve ça un peu fou, mais en même temps, pas étonnant vu la culture dans laquelle on est. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que la culture de développement, on remonte aux années 80, tu sais, le fameux article Reflections on Trusting Trust de Ken Thompson, 1982, je pense. Et on le rapporte aujourd'hui. Écoute, comment tu roules un compilateur? Au final, GCC, c'est une version compilée. Est-ce que c'est toi-même qui as compilé GCC? From source? Ouais, attends un peu. Tu as compilé GCC avec GCC? OK. Donc, I mean, ça devient récursif. Turtles all the way down, comme on dit. Et puis, donc, si on applique ça à tous les outils qui sont communément utilisés dans des contextes de développement, des linters, qui sont supposément vérifier la syntaxe, le formatage. Mais souvent, ils ont des outils, ils ont des features vraiment dangereuses parce que on avait pensé, écoute, c'est l'équipe de développement, on roule le linter avant de committer le code. On va automatiser ça, on va vérifier qu'une fois que le code a été poussé, il match exactement ce qu'on veut.
Puis là, on s'adonne que tout de suite après, on a les credentials pour pousser sur le cloud, tout ça. Donc, si Remote Code Execution, le blast radius peut être assez grand. Oui, mais c'est sûr que si on s'attaque vraiment, tu parles de GCC, là, c'est la fin du monde. Je pense que tout explose d'un coup, puis on a fini, puis on retourne avec plus d'ordinateurs, puis on retourne avant. Mais puis heureusement, jusqu'à un certain point, il y a un certain degré de confiance encore dans ces outils-là. Mais en même temps, ces outils-là font partie d'un toolchain. Puis là, tu reviens toujours, ils ont toujours des features supplémentaires que les développeurs aiment, mais qui sont excessivement dangereux. Tu parlais de Lynn qui va avoir un code il exécute en tant que l'utilisateur qui compile. Moi, je trouve ça un peu fou. Puis en même temps, tu as des repos aussi qui se font attaquer. Puis comment tu peux réussir à capter ça? Ouais, ben je pense que, OK. En gros, à la base, je pense que ça revient, c'est comme tous ces outils-là n'ont jamais eu un aspect de secure by design. Hein? C'est vraiment comme on rajoute le kitchen sink, plus de features pour être plus un power user tool. Et non pas comme opt-in, pas comme OK, j'aimerais ça utiliser ça, donc je vais vraiment l'enable explicitement parce que je sais que c'est dangereux. C'est un petit peu comme les frameworks comme React, Angular, que ce soit qui ont comme des trucs comme set dangerous inner HTML. Donc là, quand tu utilises le framework, ça te le dit tout de suite que ce que tu es en train de faire est dangereux. Et ces outils-là n'ont pas eu ce concept-là de secure by design. Donc, je pense que ça revient un peu au least privilege de dire, OK, c'est tellement complexe, les build pipelines, qu'au moins, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. On va essayer de segmenter un peu nos choses, un peu principe micro-segmentation ou quoi que ce soit. C'est-à-dire de ne pas faire un et un seul build pipeline où tout est là, mais en avoir un qui fait le linting, qui fait juste le linting. Puis au pire, c'est quoi l'impact final? C'est de juste avoir Remote Code Execution dans un contexte où l'attaquant peut rien faire d'autre que juste read le code source qui est déjà public ou quoi que ce soit. Donc, déjà, ça, c'est une chose à prendre en compte. Comprendre un peu les dépendances qu'on tire. Souvent, dans les build pipelines, c'est encore commun de voir du bon vieux curl pipe bash. Je veux dire, regardez le site web de beaucoup d'outils. La première chose qu'on va voir sur la page web, comme curl pipe bash de tel outil, pour comme rapidement utiliser pour ne pas le nommer, il y a un Kubernetes static source code, comment dire, un Kubernetes scanner, qu'ils disent, OK, curl https github / Kubernetes scanner pipe bash. OK. Donc, tu traces vraiment que, genre, entre le moment où tu fais, en tout cas, que c'est vraiment ce que tu t'attends qui est dans le repo. Tu as eu beau, comme, auditer le repo, tu vas dire, ça a l'air bon. Mais là, tu réexécutes ça à chaque jour dans ton build pipeline. Qu'est-ce qui dit que ça n'a pas été modifié en termes comme race condition? Hein? Tu le vérifies, puis ensuite tu le repoules. Il n'y a aucune cryptographic signature check. Tu n'as même pas un hash, mettons. À la limite, au pire, comme audite toute l'affaire, tu es bien correct, puis tu mets un hash, tu sais. Mais souvent, c'est pas ça. Oui, mais tu avais aussi, puis tu me donnais l'exemple de genre la version qui est utilisée, c'est la version à tel niveau plus supérieur, est un exemple aussi qui peut, à certains égards, se montrer dangereuse. Tu montrais dans un des exemples que tu juste comme ça, tu es capable de faire apparaître par magie une version supérieure qui est, elle, infectée et vient complètement renversée. Oui, je pense que là, on commence à parler des dépendances transitives. Donc, souvent, quand on parle de dépendance open source, dans le contexte qu'on a parlé ensemble tantôt, c'était des Terraform modules. Terraform, pour ceux qui ne connaissent pas bien, il y a un Terraform Registry qui contient des providers et des modules. Au final, l'objectif de ces choses-là, c'est souvent de provisionner des ressources dans les environnements cloud, typiquement AWS, Google Cloud et autres. Et ce qu'on appelle Infrastructure as Code. Donc, les modules, c'est vraiment comme des modules pour faciliter l'orchestration, déploiement de firewall rules, virtual machines, ça plus rapide. On prend des modules de quelqu'un d'autre. Ces modules-là, eux-mêmes, peuvent avoir des dépendances. Donc, il peut y avoir une dépendance dans un module. Donc, tu vas utiliser le module A sans nécessairement te rendre compte qu'il y a lui-même une dépendance vers module B, qui pourrait éventuellement avoir lui-même une dépendance vers un module C, et etc., etc. Et au final,
tu utilises module A. Si module A te définit son requis de dépendance comme étant OK, j'ai besoin de la version du module B en autant qu'elle est plus grande ou égale à la version 1.1. Donc, ça laisse la porte à quelqu'un qui va aller modifier la version 1.1.1 ou 1.1.2 pour contenir quelque chose de malicieux. De ton côté, tu utilises le module A, mais ça va automatiquement mettre à jour à une version que tu n'as pas auditée, que tu n'es pas sûr de qu'est-ce qu'elle fait. Et dans l'exemple que je t'ai montré, justement, c'était ça. C'est que la façon de publier dans le Terraform Registry, c'est ni plus ni moins que de faire un git tag dans un repo GitHub public. Automatiquement, le Terraform Registry va voir les webhook events de ce repo-là et publier immédiatement. Donc, si l'attaquant est capable de git taguer au moyen de GitHub Actions Workflow, par exemple, qui serait vulnérable, au final, il peut mettre ce qu'il veut dans le module dépendance transitive. Et ça, on l'a vu en pratique dans des vrais cas, pour ne pas les nommer, le deuxième plus populaire module dans le Terraform Registry était vulnérable à exactement cette attaque-là. Et on aurait apporté ça, ça a été corrigé, mais il en reste plein qui ont exactement ce même genre de problème-là. Et on n'a juste pas le temps de toutes les rapporter. Donc, voilà. Ouais, non, ben pour vous autres, c'est une tâche qui est gigantesque de balayer le ménage qui est là-dedans, là, de toute cette méconnaissance-là des gens de ce vecteur d'attaque-là. Puis en même temps, puis je parle au sens InfoSec au sens large, je trouve ça étonnant qu'on ait été étonné que les attaquants soient dirigés vers là, puisqu'on commence à fermer les autres portes, puis ils vont continuer à chercher. Les autres, c'est leur job de chercher. Nous autres, c'est la job de protéger. Puis là, on est comme surpris que ça rendu. En soi, c'est bien parce qu'on a réussi à patcher suffisamment de choses, comme tu le mentionnais. Je pense que c'est un petit peu. C'est peut-être un bon signe. Ça veut peut-être dire, j'ose espérer, que ça veut dire que c'est rendu difficile, c'est rendu tannant, c'est rendu juste comme annoying un petit peu pour les attaquants de se péter la tête à essayer d'exploiter un SQL injection puis de se faire pogner par un WAF ou quelconque tool qui détecte qu'il y a une attaque ou une tentative d'attaque. Mais au final, peut-être qu'on utilise prepared statement, donc il n'y a rien à trouver. Donc, les attaquants vont juste aller à un endroit où il y a potentiellement aucun audit logging qui regarde les behaviors anormales. Et c'est souvent le cas des build pipelines. Moi, j'ai pas mal fait le tour de mes questions. Y a-t-il des choses qu'on n'a pas couvert que tu aimerais aborder? Non, mais je pense que peut-être on peut mentionner le fait qu'on a publié des outils open source, en particulier un scanner d'analyse statique de code qui focus sur GitHub Actions et GitLab, qui s'appelle Poutine. On a appelé ça Poutine parce qu'on se demandait comment on pourrait appeler ça. On est une équipe de sécurité à Montréal. OK, qu'est-ce qui serait un peu mémorable? Puis, quand un de mes collègues a dit « Hey, on devrait appeler ça Poutine », je dis « OK, c'est un peu bizarre. » Il s'est rétracté. Je dis « Oui, non, attends un peu, c'est peut-être une bonne idée. Parce que, est-ce qu'il y a un CLI tool qui s'appelle Poutine? Non, il n'y en a pas. Fait qu'il n'y a pas de conflit. C'est comme, les mondes vont s'en rappeler. Puis, en plus, l'image de c'est quoi la poutine, l'historique, l'étymologie du mot poutine, c'est mess. C'est comme un peu tout est là, tout mélangé. C'est un peu l'état de l'art en ce moment des build pipelines. Donc, c'est un peu poutine. Donc, on a un capture de flag project aussi qui s'appelle Messi Poutine, encore plus Messi, qui permet aux gens d'expérimenter, d'exploiter des build pipelines et d'avoir des flags, des sommités pour voir qu'ils ont bien réussi. Donc, je pense qu'on a fait ça vraiment pour donner une opportunité aux gens d'apprendre puis de découvrir un peu les mêmes genres de problèmes qu'on a découverts nous-mêmes, puis de voir à quel point ça peut être facile d'en trouver, malheureusement. C'est sûr qu'il y en a qui sont beaucoup plus difficiles parce que on commence notre recherche montre qu'il y a beaucoup de low-hanging fruits encore, mais quand on commence à aller plus loin que ça, il y a des cas qui sont vraiment complexes, qui demandent une expertise plus poussée, mais qui sont là. Donc, si on parle de nation state,
Ils vont juste aller à quelque chose qui est encore moins évident et potentiellement faire des attaques à la XZ. Oui, puis c'est une très belle contribution que vous faites justement de réussir à remonter le niveau de l'eau, justement, que tout le monde arrive plus haut. C'est sûr que ça ne chassera jamais les nation states, mais au moins l'adolescent en manque de sa sensation forte dans son sous-sol quand il finit l'école. Au moins, eux, on les tasse, puis on relate, on va plus loin. Donc, un autre volet qui est bien couvert. Tout à fait. Et voilà. Merci. Merci.